Solution. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent de l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir ou je sais pas moi, quand vous nous regardez, lorsque nous commençons cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu, c'est dans notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, et surtout notre manière à nous de les ressentir. Nous, c'est CPL Télévision, cette chaîne YouTube que vous aimez tant, parce que vous êtes tellement nombreux à nous suivre, vous êtes tellement nombreux à nous appeler, à nous faire de remarques, à nous faire de reproches, mais aussi parfois, et même souvent d'ailleurs, à nous féliciter et à nous encourager pour le travail et l'abnégation dont on fait montre pour vous servir. Je suis donc très très heureux de vous retrouver pour ces nouveaux numéros. Nous sommes mardi aujourd'hui, je voulais vous souhaiter à vous tous bienvenue à vous dans nos shows. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous connaissez un peu les principes. Décrit Info, c'est tout simplement un magazine d'opinion, un magazine d'analyse, où nous venons, nous disons, voilà les sujets d'actualité, voilà ce qui est d'actualité au pays, et voilà ce que nous en pensons. Et en les faisant, nous ne dérogeons ou nous n'écorchons pas du tout les principes. Nous sommes en plein dans le journalisme parce qu'après, les détracteurs peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Nous continuons à faire notre travail. Très content donc de vous retrouver une fois de plus. Je voulais vraiment la main sur le cœur vous souhaiter à vous tous la bienvenue à cette émission. Vous souhaiter des très très bonnes conditions d'écoute. Et vous rappelez que vous n'êtes pas obligé d'insulter les gens, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les insultes ou dans des critiques critiques, oui, parlent d'insultes et d'injures, parce qu'après j'ai toujours dit que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos aux intempéries de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. C'est tellement triste de croire aujourd'hui que le débat politique doit se faire sur base d'un certain nombre de choses, notamment d'insultes. L'intrusion des injures et des insultes dans les débats politiques est une chose que moi je reprouve, que je repousse au plus profond de moi-même. Malheureusement, ça a pris de l'ascenseur. Et le patron, les parrains de cet état de choses, ceux qui ont amené aujourd'hui le débat politique à être tiré vers le bas, ne nous cachons pas, il faut le dire, c'est l'UDPS. C'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis que Félix est au pouvoir, entre autres parmi les choses que l'on peut lui reprocher, c'est la montée du tribalisme. Aujourd'hui dans ce pays-là, les amis,
Le tribalisme a atteint des proportions terribles. Vraiment terribles. Moi, j'ai un certain âge. C'est vrai que je ne suis pas vieux, mais je ne suis pas non plus né de la dernière pluie quand même. Hein. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je rigole parce qu'un téléspectateur m'a appelé. J'ai dit, oh, qu'est-ce que mon âge a à voir? Mais j'ai quand même aujourd'hui quoi? Presque 20 ans de métier. J'ai 18-19 ans. Je suis en train d'étendre vers ma 20e année de carrière journalistique. C'est une bonne chose. C'est un métier que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé le journalisme et j'ai toujours pensé que sur la terre des hommes, il y avait 3 professions que j'ai toujours rêvé d'exercer. Un, c'est être avocat. J'ai toujours rêvé d'être avocat. D'ailleurs, quand j'ai commencé mon travail, comme j'ai commencé mes études, je l'ai commencé comme juriste. Après, il y a eu quelques problèmes au niveau de l'université de Kinshasa qui ont fait que l'année d'après, je n'ai pas su supporter tout ce qu'il y avait là-bas. Je suis allé à l'IFASIC parce que j'aimais soit être avocat, soit être journaliste. Journaliste, c'était donc un deuxième choix. Et puis le troisième, c'était être médecin. J'ai 3 enfants. Si j'ai un journaliste, j'ai un avocat et j'ai un médecin, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Mais la médecine, c'était quand même mon troisième choix parce que je trouvais que c'était je suis pas trop fort en maths. La science exacte, c'était pas mon dada. J'aime beaucoup la médecine, mais j'avais cette appréhension-là de croire qu'en médecine, il faut être calé en maths, il faut être calé en sciences exactes. Voilà pourquoi. Mais les sciences littéraires, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est comme ça que je me retrouve je me retrouve aujourd'hui dans... Je suis très heureux de les faire. Je suis très, très heureux de les faire. Donc, je disais que bon, je ne suis pas né quand même de la dernière pluie, mais je ne suis pas aussi vieux. Alors, je disais que de mon âge, j'ai quand même connu le régime de Mobutu. J'ai connu le régime de Laurent Désiré Kabila. J'ai connu aussi le régime de Joseph Kabila. De tous ces régimes-là, il n'y en a aucun qui a fait la promotion du tribalisme comme le régime de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix, qui est en train de vivre, à mon point de vue, certainement, ces derniers moments de pouvoir, va nous laisser une bombe qui risque d'exploser entre nos mains. C'est cette affaire des tribalismes. Aujourd'hui, le pays est totalement fragmenté. Les nominations se font sur base des origines tribalo-ethniques des personnes. Aujourd'hui, dans ce pays-là, on a appris à poser la question à nos compatriotes, tu es d'où? J'ai grandi avec des amis, je n'avais pas besoin de connaître leurs origines. Sincèrement, c'est vous qui me regardez, je ne sais pas si vous avez le même sentiment. Si vous avez vécu dans ce pays-là comme moi. Moi, j'avais des amis. C'est à peine aujourd'hui que je commence à comprendre que celui-là était du Congo central, que celui-là était de ceci. C'est vrai qu'il y avait des stéréotypes qu'on donnait à chaque tribu, comme il en est un peu partout, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, on dira que quelqu'un qui vient des Bretons, du Nord parle comme ça, un Breton parle comme ça, ou un Savoyard parle comme ça. Il y en a toujours des cultures liées aux origines des personnes, des habitudes, des mentalités. Même dans mon pays, il y en avait. On sait que le Mongo, comme ça, si tu veux manger les litouma, il faut aller chercher les lokele, tout ça. Les balouba, si tu veux avoir un peu de vantardise, tout ça, des choses comme ça, il faut aller chez le balouba. Si tu veux être des gens qui parlent pas, qui sont comme ça, il faut aller chez le Bakongo. Mais c'était des stéréotypes on en parlait d'ailleurs en rigolant. C'était des choses générales. Mais aujourd'hui, le pays est en très plein pied dans cette affaire de tribalisme. Le tribalisme est devenu le moteur des relations intercongolaises aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux, mes chers frères. Félix va nous laisser non seulement un pays par terre, mais il va nous laisser un pays dans lequel il aura en 4 ans ou je sais pas moi en 5 ans désarticulé les agrégats de l'État-nation. Désolidariser la nation, le bon vouloir vivre ensemble. Il y a aujourd'hui un dangereux repli identitaire qui monte de plus en plus dans le pays. Le communautarisme grimpe de plus en plus. J'ai suivi quelqu'un dire
Biso toza ba luba. Muluba za na droit ko critiquer Félix Tshisekedi. Aza muluba. Toza ba di. Je dis, mon Dieu. Mon Dieu. Même à l'époque de Mobutu, est-ce que les Bakongo pouvaient passer à la télévision? Plutôt les Bangala pouvaient-ils passer à la télévision pour dire ça? Les Kabila, fils et pères, ont fait plus de 20 ans au pouvoir. Est-ce que vous avez vu les Katangais passer à la télé pour dire nous sommes des Katangais, des choses comme ça? Nous avions nos problèmes qu'on gérait. Mais aujourd'hui, la propension que le tribalisme prend avec le régime de Tshisekedi est très dangereux. Je voudrais ici vous alerter, attirer votre attention. Les amis, faisons très très attention. Félix est en train de planter les lits. Et si nous ne l'arrêtons pas, on va certainement planter les lits d'une désorganisation de la nation, de l'État-nation. Ceci aura pour conséquence de faire accroître les replis identitaires, le communautarisme, et la conséquence de toutes ces antivaleurs fera que la balkanisation de notre pays puisse réussir. Des gens trouveront leur quiétude, leur aise à se repliant dans leur communauté et dans leur tribu, plutôt que de promouvoir l'État-nation, le bon vouloir vivre ensemble et dire que nous sommes fils ou filles d'un même père, d'une même mère qui s'appelle République démocratique du Congo. À chaque fois que je parle de ces choses, notamment du tribalisme, j'aime toujours attirer une attention particulière, alerter mes frères du Kasaï. Moi-même, je suis Kassaïen de père et de mère. Ma mère est du Kasaï, et mon père est aussi du Kasaï. Je suis du Grand Kasaï. Mais non, il y en a 5. Hein. Il y a le Kasaï non, il y a le Kasaï, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Sankourou et le Lomami, je crois, oui. Mon père et ma mère sont originaires de ce coin-là. Je rigole parce que, bon, attends, je ne voulais même pas en parler. Ça, c'est les bassesses des personnes qui ne comprennent absolument rien. J'attire ici l'attention, au début de cette émission, de mes compatriotes du Grand Kasaï. Mes frères, ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Félix Tshisekedi Tshilombo a totalement échoué, mais il a fait monter le tribalisme et le Kassaïen, ou le Kassaïen donne aujourd'hui l'impression d'être le porte-étendard de cette antivaleur qu'on appelle le tribalisme. Lorsque quelqu'un critique Félix Tshisekedi, regardez dans les commentaires. Vous allez voir qui l'insulte, qui l'attaque. C'est Mutombo, c'est Kabeya, c'est Kabeji, c'est Kalonji, c'est Mujinga, c'est Luambo, Luabeya. On a l'impression que ce repli identitaire est tellement prononcé chez nous dans le Grand Kasaï. Mais j'ai dit que c'est une erreur si nous voyons les choses sous cet angle-là. Parce qu'en réalité, regardez aujourd'hui en 4 ans. Si le repli identitaire était une bonne chose, le Kasaï ne devait pas être là où il est aujourd'hui. Lisez le tout dernier rapport des PAM. Le Kasaï est la région la plus touchée par la faim dans tout le Grand Congo. Alors que c'est un Kassaïen qui est au pouvoir. Si le tribalisme était une bonne chose, si le tribalisme payait, mais c'est un Kassaïen qui est au pouvoir. Regardez la situation du Kasaï. Le Kasaï est la région la plus affamée de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le tout dernier rapport des PAM. Mais c'est un Kassaïen qui est au pouvoir. Vous, Kassaï, est-ce que vous pouvez dire, si le tribalisme est une bonne chose, en 4 ans, qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kassaïen des pères et des mères, a déjà fait pour le Kasaï? Rien. Rien. Je l'ai dit aux Kassaïens ici, il est allé chez vous au Kasaï, pour la première fois, lui, originaire du Kasaï, élu de Mbujimaï, il n'a même pas une petite maisonnette en Mbujimaï, mais il arrive dans le Kasaï, les amis, il n'a même pas inauguré un hôpital de 3 lits. Il n'y en avait pas. Même pour des raisons de communication, je pense que si j'étais membre de son équipe, j'allais dire non, Excellence, ne partez pas, attendons 2-3 choses. On fait même 3 km de route, on construit un hôpital, comme ça quand vous arrivez, communicationnellement, on voit les présidents couper les rubans symboliques de tel hôtel. Ça c'est bon. Mais il est allé encore avec des promesses et reconnaître que lui-même il a échoué, mais au Kasaï. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Congolais, le tribalisme ne nous apporte rien. Qu'est-ce que nous gagnons? Aujourd'hui, il y a une classe des gens qui pensent qu'ils peuvent avoir la protection par le tribalisme. Je parlais de nos compatriotes, Wewa par exemple. Comment on peut expliquer que vous conduisez sans casque, sans plaque d'immatriculation, sans permis de conduire, je parle des permis des motards,
Vous êtes responsable aujourd'hui de la quasi-totalité des accidents qui surviennent au Congo. À Kinshasa particulièrement, si vous faites la comptabilité des accidents, vous allez vous rendre compte que dans ces accidents-là, nos compatriotes Wewa sont les plus impliqués. Mais aujourd'hui, quand il y a un accident, alors que Wewa, le motard, je veux dire, est coupable, est responsable et fautif, ses frères viennent, ils prennent les véhicules d'autrui, ils les brûlent. Ils le brûlent. Au vu et au su de nous tous. Au vu et au su de tout le monde. Parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas leur dire qu'ils sont au pouvoir. Et c'est ça leur discours. Mais c'est très dangereux. Vous créez des frustrations dans le cœur des autres compatriotes. Et ces frustrations-là, on va vous les rappeler quand Tshisekedi ne sera plus au pouvoir. Parce que Tshisekedi d'ailleurs a échoué. Il est en train d'étaler son incompétence et de démontrer à la face du monde que c'était une grosse erreur, que c'est une parenthèse très très triste de l'histoire de ce pays-là qu'il faut vite refermer. Regardez ce que les Wewa font aujourd'hui à Lubumbashi, par exemple. Regardez, j'ai vu qu'ils sont allés brûler presque une dizaine ou je sais pas moi, 5 ou 6 véhicules d'un monsieur, parce que le Wewa avait fait un accident avec le taxi de ce monsieur-là, et d'ailleurs c'était le motard qui était fautif. Sachant le responsable de ces véhicules-là, ils sont allés dans sa parcelle, ils ont trouvé ces véhicules qui étaient là, il y en avait 6 et 6, ils ont mis le feu. Tous ces véhicules ont brûlé. J'ai vu la désolation de ces messieurs-là en train de parler. Ils sont incontrôlés aujourd'hui. Ils sont incontrôlés. Et ceci, c'est fait sous le nez et la barbe des autorités. On laisse faire. Faisons très, très attention. Congolais, nous avons à gagner, à construire l'unité, à lutter contre le tribalisme et à rester un. Le Congo doit être perçu comme un corps et nous tous, nous devons être considérés comme des partis. Et dans un corps, il n'y a pas des partis moins importants ou des partis plus importantes. Le tribalisme, la promotion du tribalisme telle que menée par Félix Antoine Tshisekedi est une porte qu'il a ouverte contre la balkanisation et ça nous amènera absolument nulle part. Je prêche donc aujourd'hui pour l'unité de nous tous. Je prêche donc aujourd'hui pour la mise en place comment je peux appeler ça, de la promotion de l'État-nation, la nation, cet amour, cette volonté, c'est bon vouloir vivre ensemble. Nous n'aurons tous à gagner en étant unis, plutôt qu'en nous laissant manipuler dans cette bêtise des hommes politiques qui d'ailleurs ne font rien dans leur coin, qui d'ailleurs ne foutent absolument rien pour notre pays. Un mot sur ce que j'allais vous demander, 3 choses. Je vais donc vous demander de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube, CPL TV. Si vous aimez vous informer utilement, nous sommes à 86 600 aujourd'hui. Et je vais aussi vous demander de pouvoir liker cette vidéo, à partager la vidéo parce qu'après, ça nous met à l'abri. Et troisièmement, je vous demande de contacter notre ami, notre partenaire des dedans, Judith Londolé Betoko Lilo. Judith Londolé Betoko Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire. Elle est à la tête d'une grande maison d'habillement qui s'appelle Londoloise. Vous voulez avoir des vestes et des chaussures, tout ce qui concerne l'habillement homme, appelez donc Judith Londolé Betoko et commandez, ça nous fera énormément plaisir. J'ai été appelé aujourd'hui, ça m'a fait énormément plaisir par un compatriote. Je voulais d'ailleurs vous faire écouter, mais je n'ai pas pris soin de donner ça avant de commencer cette émission. J'aurais vraiment bien voulu que vous puissiez l'écouter. C'est une compatriote qui m'a fait un voice qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Il m'a dit qu'il nous suivait à partir de la province de l'Ituri. Il m'a dit un certain nombre de choses, mais je retiens d'elle le remerciement pour le travail que nous faisons. Et j'ai eu des larmes aux yeux en me disant qu'est-ce que nous faisons là, nous ne le faisons pas inutilement. Il y a des gens qui trouvent le réconfort dans le travail que nous faisons. Il y a des gens qui sont touchés par ce que nous faisons et moi ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément de bien. Il me dit Perrault, c'est un grand plaisir, un grand régal. Quand tu parles de l'Est de la République, nous nous sentons utiles, nous nous sentons aimés et ça me fait énormément plaisir. Oui, chers compatriotes,
Moi, je suis foncièrement congolais, je suis congolais jusqu'à la moelle épinière. Et je le répète encore, mon père est congolais, ma mère est congolaise. Mon pays, c'est le Congo, je n'ai pas encore une autre nationalité. Et puis je ne condamne pas ceux qui ont d'autres nationalités. Je ne condamne pas non plus ceux qui ont un papa d'une autre nation ou ceux qui ont même pris la nationalité congolaise. Le problème en matière des pays, des nations, ce n'est pas forcément brandir comme une carte des baptêmes. C'est exactement la même chose. Quelqu'un peut vous dire que je suis chrétien, j'ai été baptisé, voici ma carte des baptêmes, mon nom de chrétien c'est Emmanuel, c'est ceci. Mais ce baptême-là et la carte qu'il brandit ne fait pas de lui forcément un chrétien. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus lui-même disait, beaucoup viendront dire qu'ils m'ont servi, mais je dirais que je ne vous ai pas connu. La chrétienté ne se détermine pas par la carte des baptêmes à mon point de vue. La spiritualité, ce n'est pas une question de proclamation, non. La spiritualité est une question de vie. On est chrétien non pas parce qu'on proclame qu'on est chrétien, on est chrétien non pas parce qu'on a une carte de baptême, mais on est chrétien parce qu'on vit une vie qui démontre effectivement qu'on est chrétien, qu'on est régénéré. C'est aussi comme ça la nationalité. Il ne suffit pas de se réveiller un matin et de dire « je suis des pères et des mères », non. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de piller le Congo sont des Congolais de pères et de mères. Qui pouvaient imaginer que le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba serait en train de piller le pays comme il est en train de piller aujourd'hui. On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît chez eux. Quelqu'un a dit pour la première fois dans ce pays-là, nous avons un président dont on connaît le père, on connaît la maman, on connaît ses amis, on connaît leur maison, on peut venir aller dire à sa maman, maman écoutez, votre fils est en train de faire ça, ça, ça. Mais tout ça, ce n'était que des illusions. Ce n'était que des illusions. Vous n'allez pas comparer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec un Mamadou Ndala, par exemple. Mamadou Ndala, qui est décédé sur le front des batailles, Mamadou Ndala qui avait un parent sénégalais. C'est un de ses parents qui était congolais. Pour moi, il n'y a pas de différence. Je me sens plus compatriote de Mamadou Ndala que de Félix Tshisekedi. Son amour pour le Congo, Mamadou Ndala l'a démontré plus que Tshisekedi. Alors que Tshisekedi, on connaît son père, on connaît sa mère. Alors que Tshisekedi, on ne peut pas d'une certaine manière douter de sa nationalité. Parce que pour les tenants de cette thèse-là, lui qui est des pères et des mères, qui a une histoire pour ce pays-là, regardez là où il est en train d'amener votre pays. Regardez le pillage, l'escroquerie qu'il a installé au sommet du pays. Il est en train d'escroquer son propre peuple. Regardez comment il conduit le pays, mais il est congolais. Vous n'allez pas me dire que Mamadou Ndala est moins congolais que Félix Antoine Tshisekedi. C'est comme ça que quand ce débat de père et de mère est venu, moi j'avais dit que c'était un débat inutile. C'est un débat clivant qui ne va pas aider le pays. Le Congo a besoin des gens qui l'aiment. Moi je vais aller plus loin. Je vais accepter un étranger qui vient dans mon pays, qui respecte les lois de mon pays, qui prend la nationalité de mon pays, qui apporte sa contribution à l'évolution de ce pays-là, au développement de ce pays, à un Congolais de père et de mère qui est né en Banzangungu, qui a grandi à Tchela, qui parle Kikongo, mais qui n'a pas d'amour pour ce pays comme Félix Tshisekedi. Je vous donne un exemple simple. Vous n'allez pas convaincre un type comme moi que Félix Tshisekedi est plus important, Félix Tshisekedi est plus congolais que Mamadou Ndala. Non. Non, non, je n'accepterai pas. Parce que Félix est né de Etienne Tshisekedi et de Maman Marthe. Mamadou Ndala est né, je crois, d'un père sénégalais ou d'une mère sénégalaise, mais un de ses parents était congolais. Mais celui-là est allé au front. Le M23, que Tshisekedi est allé ressurgir, ressusciter, ont été totalement mis en déroute en 2013 par Mamadou Ndala. Il est allé combattre les ADF à Nitouri. Et quand Mamadou Ndala est arrivé, les Congolais qui sont là-bas étaient contents parce qu'on a vu que les ADF et les autres mouvements rebelles qui étaient là-bas étaient mis mal à l'aise. Et il a donné de sa vie pour ce pays. Paix à son âme. Vraiment paix à son âme. Vous viendrez me dire que non, écoutez, non. Non. Soyons logiques avec nous-mêmes. Faisons très très attention à ces discours séparatistes, à ces discours communautaristes qui viennent pour nous séparer. Donc, nos compatriotes de l'Est, vous avez ma compassion, vous avez mon amour, vous avez mon attachement. Et de tous mes téléspectateurs d'ailleurs. Tous mes téléspectateurs d'ailleurs. Je voulais tout simplement vous rappeler que
ça brûle et ça chauffe un peu dans l'est de notre pays. Je voulais parler aujourd'hui d'un dossier très important. C'est la question des candidatures qui se profilent à l'horizon. J'ai décidé comme ça de réfléchir, comme j'ai l'habitude de les faire à haute voix, sur certaines candidatures majeures. Je voudrais un peu faire le parallélisme aujourd'hui, parce que bon, l'actualité reste quand même dominée par lui, des insultes, des choses comme ça. Sur le docteur Mukwege, les bons, les mauvais, et tout ce qu'il y a de bien, et les faiblesses, les forces, on discutera autour de ça. Et demain, je prendrai un autre candidat. Si je l'ai temps, d'ailleurs, je vais un peu l'associer avec un autre débat qui a lieu à l'heure où nous parlons au pays. Cette question, Olivier Kamitatou, les katombistes ont dit, les Mouyaya sont rentrés dedans sur l'insécurité, sur la gouvernance du pays, etc., etc. Mais j'ai un document ici que M. Sama Lukonde a publié. Je vais les lire. Tambo na Congo, mona makambo bandeko. Bangulu, bakoti na primature. Primature, il y a Sama Lukonde. Je vais lire seulement quelques 2-3 choses et que je vais essayer de les confronter avec certains éléments pour vous permettre de vous faire une idée de ce que je vais vous dire. J'ai vu sur les réseaux sociaux ici, je vais retrouver les documents dans l'autre téléphone, que le Premier ministre de la République démocratique du Congo a signé un décret. Monsieur Sama Lukonde, voilà, j'ai les mots. Monsieur Sama Lukonde a signé un décret, c'était le 6 octobre, décret numéro 23/28 du 6 octobre 2022 portant désignation des membres du comité technique de suivi de la mutualisation des opérations de l'identification, du recensement et de l'enrôlement de la population. C'était prévu qu'il fallait mutualiser et le Premier ministre a signé. J'ai vu certains noms, décrets, article 1er, sont désignés membres du comité technique de suivi de la mutualisation des opérations de l'identification, du recensement et de l'enrôlement de la population, les personnes dont le nom suivent. Mes frères, le premier nom, c'est le nom du professeur Paul Gaspard Ngondankoy et Lungia. Il est directeur du cabinet de M. Sama Lukonde. C'est donc lui qui est le président du comité au sein de ce comité-là. Vous avez M. Serge Bokuma Oti, directeur général INSS, qui est membre. J'ai vu des scientifiques de renom. M. Richard Ilunga, qui est directeur général de ONIP. M. Toto Mabuku, qui est secrétaire exécutif national de la CENI. M. Fidel Tingombay Mondonga, qui est d'ailleurs conseiller principal à la primature. Monsieur Bob Kabamba, professeur Bob Kabamba, que j'ai salué, qui est expert de mode scientifique, qui se retrouve également là-bas. Mais il se pose un petit problème, mes frères. Ce décret nomme environ 22 personnes au niveau des cabinets. Il y a aussi 22 personnes au niveau de la cellule. Il y a 7 personnes qui sont nommées dans l'équipe de coordination. Il y a 9 personnes qui sont nommées dans l'équipe d'assistanat. Il y a 7 autres personnes dans le secrétariat. Et puis, il y a 7 autres personnes dans l'équipe des opérateurs de saisie. Et puis, vous avez 6 autres personnes, 9 personnes qui sont nommées protocole et hôtesse. Et vous avez 3 personnes qui sont nommées comme huissiers. Tout compte fait, vous êtes à 50 ou 60, je veux dire 60 personnes qui ont été nommées. Les amis, Tshisekedi Félix, parmi ses grands mérites, c'est, je l'ai dit toujours, c'est aussi, entre autres, la capacité d'avoir déshabillé l'État. Sama Lukonde est là, Premier ministre, ça fait 2 ans maintenant, pratiquement. Je vous ai toujours dit les éléments qui ont amené Sama Lukonde à la primature. Après sa rupture avec Kabila et le départ de monsieur l'ancien Premier ministre, le vieux là, Félix Tshisekedi avait besoin d'une ombre. Il avait besoin d'un Premier ministre des pacotilles.
il a estimé, dans son élan dictatorial, qu'il n'avait pas besoin d'un premier ministre de charisme, compétent, intelligent, capable de défendre son pantelin qui est la primature. On a dit qu'il ne voulait pas avoir un premier ministre qui lui ferait ombrage. C'est comme ça qu'il est allé contacter ces hommes, notamment Dani Banza. Dani Banza que Muyambo accuse d'être aujourd'hui le chef de file de la mafia au Katanga. Je fais une émission avec Muyambo qui a démontré que Dani Banza est trempé dans les opérations de pillage de ressources au Katanga, dans les mines, selon Jean-Claude Muyambo. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train de piller les mines du Katanga ont entre autres aussi comme parrain M. Dani Banza. Donc, le portrait que Muyambo peint de lui, ce n'est pas un homme crédible à qui on peut faire confiance. M. Tshisekedi s'est donc appuyé sur Dani Banza. C'est comme ça que Dani Banza est allé dénicher M. Sama Lukonde, qui avait donc le profil cherché par le dictateur Félix Tshisekedi. C'est-à-dire un homme qui n'a aucun charisme, un homme qui ne ferait pas ombrage à Tshisekedi, un homme qui sera là comme un protocolaire, un premier ministre protocolaire. Et c'est ce que est aujourd'hui M. Sama Lukonde. Regardez les grands projets de la République, alors que la conduite de l'action publique, des projets publics, la conduite de l'action publique de l'État doit être menée par le gouvernement. Félix Tshisekedi se permet, lui, avec tous les chefs-couleurs qui sont autour de lui à la présidence, c'est la présidence de la République qui conduit aujourd'hui l'action de l'État. L'affaire 100 jours, l'affaire Tigelou, des projets, vous allez vous rendre compte. Et c'est ce que Félix Tshisekedi voulait. Il voulait un homme faible, qui n'a pas de charisme, un homme qui ne lui ferait pas ombrage. C'est comme ça que Dani Banza est allé lui trouver Sama Lukonde. Sama Lukonde est là depuis 2 ans. Vous, Congolais, êtes-vous fiers de lui comme Premier ministre? Vous ne serez pas nombreux. Un Premier ministre aphone, qui n'est là que pour les avantages de Premier ministre qu'on n'entend pas, qu'on ne connaît pas. Bienvenue donc à la République Tilegelo. Ils ont mis en place une commission de mutualisation pour le recensement, l'enrôlement et l'identification, tralala, tralala. C'est une commission interministérielle qui a été mise en place. Il y a des gens qui ont commencé à travailler dans cette commission-là depuis un temps. Mais le 6 octobre, M. Sama Lukonde va signer un décret pour formaliser cette commission-là. Curieusement, sur la 60aine de personnes, des gens qui étaient là en train de travailler depuis longtemps, Sama Lukonde va les mettre de côté à Tchebangoulou. Aujourd'hui, il y a un vrai malaise au sein de la primature. Parce que les gens qui participaient à cette commission-là, qui venaient de plusieurs ministères et même de la primature, ne se retrouvent pas dans le décret que le Premier ministre a publié. Il publie un décret pour formaliser le comité de mutualisation, mais regardez ce qu'il fait. Il met des ngoulous, des gens qui n'ont pas leur place dans ces comités-là. Je vais vous citer quelques noms. Vous allez vous rendre compte que monsieur le Premier ministre, pour un dossier aussi important, il choisit tout simplement de récompenser son entourage. Je vais par exemple, au niveau de l'équipe de coordination. Attendez, je vais retrouver, le document. Je vais retrouver le document pour... Prenons par exemple équipe d'assistants. Monsieur Paul Mavoulou, Monsieur Nikombouyou, Monsieur Isaac Bakajika, Monsieur Théo Moguicho, Madame Nelly Mutombo. Ces gens que Sama Lukonde met, au fait, ce sont les membres de son antichambre. Les noms que je cite ici, les Isaac Bakajika, les Nikombouyou, les Théo Moguicho, les Nelly Mutombo. En fait, ce sont des gens qui sont dans l'antichambre de M. Sama Lukonde, qui n'ont rien à voir avec ces comités et qui n'ont pas travaillé avec ces comités. Qui n'ont rien à voir. Ils n'ont pas travaillé dans ces comités. Sama a pris des personnes qui sont proches de lui, qu'il est venu verser dans ces comités comme des ngoulous. Pour un travail qui demande autant de technicité, lui, il choisit plutôt de mettre des ngoulous à la place de trouver des personnes
capables de faire le travail. Vous prenez par exemple l'équipe d'opération de saisie. Il prend Madame Kadette Mouadi, Madame Viviane Lumbulumbu, Monsieur Roger Solo, Madame Clara. Ces gens que Sama verse dans l'équipe comme opérateurs de saisie sont les gens du conseiller administratif et financier. Ce qu'on appelle à la primature chez les CAF. Donc ils travaillent chez les CAF. Alors que la primature a effectivement une pool saisie, un pool de saisie. On a enlevé ces gens qui travaillaient dans ces comités. On a donné au CAF, au conseil administratif et financier de M. Sama Lokonde, qui lui aussi a pris ses ngoulous qu'il a versé au niveau de la commission. Vous allez prendre des protocoles. Le directeur de cabinet a pris aussi ses ngoulous qu'il a versé là-bas. Tous les huissiers, il y en a 3. Celui-là aussi est allé prendre ses jardiniers qu'il a versé dans la commission. Du coup, un comité aussi important qui devait travailler en termes de mutualisation pour l'identification, pour l'enrôlement, pour les recensements des Congolais, se retrouve aujourd'hui infiltré par une bande de personnes qui ne devaient absolument pas être là. Donc, Bangoulou balongwe na musique, Bangoulou bakoti na gestion ya mboka. Et ce sont ces gens qui ne sont pas à leur place, qui doivent aujourd'hui travailler pour nous amener dans le recensement, pour nous amener... Mais ce pays a fait quoi au bon Dieu pour vivre des choses comme ça? Et ce qui est grave, c'est les montants qui sont proposés pour la paye. J'ai vu les propositions. Le huissier ici, dans ce comité ici, donc les 3 huissiers que vous avez vus, le tout dernier touche 1400 $. Je parle de 1400 $. Le huissier, ils ont pris, chacun a pris son jardinier, tel a pris son nettoyeur, il l'a mis comme huissier, le dernier touchera 1400 $. Le dernier de huissier va toucher 1400 $. D'ailleurs, comme ils ont travaillé depuis 3 mois, ils n'ont pas travaillé. L'équipe que ça m'a chassé alors qu'il y avait des vrais là-bas, ils ont travaillé depuis 3 mois. Ça m'a décidé qu'on leur paye leurs arriérés de 3 mois de travaux. Donc, il va se faire encore des nouveaux riches dans son dossier de Ngoulou. Il a vidé tout son antichambre. Les Nikombouyou, les Isaac Bakajika, les Théo Mujinga, Madame Nelly Mutombo, toutes ces personnes-là sont des gens qui sont dans l'antichambre de Monsieur le Premier ministre. Vous avez Monsieur Alain Kilapi, Monsieur Mila Bondenga, ils sont toujours là-bas. Madame Séraphine Issamene, elle est assistante du coordonnateur, du directeur. Donc là-bas, il y a 2 directeurs de cabinet. En fait, il y a le professeur Ngondankoy. Mais Sama, comme il a estimé qu'il n'avait pas totalement confiance au professeur Ngondankoy, il a créé un autre poste, un directeur de cabinet fantôme qu'on appelle là-bas coordonnateur du cabinet. Quand il a ses dossiers à lui sensibles, il le traite avec le coordonnateur des comités, le coordonnateur de, comment ça s'appelle, le coordonnateur du cabinet. Et quand c'est des dossiers tralala, des papiers, la paperasse, l'administration, c'est là que le professeur Gaspard Ngondankoy, qui lui est directeur de cabinet, intervient. Et il s'amène, Séraphine qu'on a mis ici, elle est assistante de ce coordonnateur-là du cabinet. Elle n'était pas dans le comité du départ. Donc elle tombe aussi comme un cheveu dans la soupe, comme une ngoulou dans ces dossiers. Mais vous voulez amener le pays où, mes frères? On veut amener le pays où? Qu'est-ce que nous voulons exactement pour notre pays? Donc, l'Engoulou aujourd'hui, pour un dossier, je vais dire, hein, le décret portant désignation des membres du comité technique de suivi de la mutualisation des opérations, de l'identification, du recensement. Est-ce que pour un comité aussi important que celui-ci, fallait-il aller prendre des Ngoulous et mettre? Ça, c'est le régime de M. Tshisekedi. Les Ngoulous se retrouvent dans des décrets, alors que des personnes qui, depuis 3 mois, travaillaient pour préparer ce comité, ne sont pas là. Ne sont pas là. Ici, ils ont mis des amis, des cousins, des copines, de ceci, de cela. Ils sont venus se retrouver dans ces comités. Et voir les barèmes des payes qu'ils proposent. Je vous dis que le dernier huissier touchera 1400 $. Bazasogi 60. Si le huissier touche 1400 $, et les autres membres toucheront combien? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ce genre de choses? Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Donc l'État a perdu de son aura.
M. Tshisekedi, dans sa jouissance, dans son incompétence, a pris l'État, il a déshabillé l'État est aujourd'hui nu et l'État se retrouve dans la rue. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le président Tshisekedi a nommé hier des mandataires. À l'heure où je vous parle, alors que l'ordonnance a été lue à la télévision nationale, je prends un cas patent. On ne sait pas à l'heure où nous parlons qui est directeur général adjoint de la SNEL. Je vais vous trouver les noms. J'ai vu qu'Nsing Pouloulou était en train de festoyer en disant que il a été nommé directeur général adjoint de la SNEL. Mais en réalité, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas exactement qui a été nommé. Je vais lire un paragraphe d'un article. En toute logique, il devrait occuper, je parle de M. Ntingi Pouloulou, le fauteuil du DG. Mais si l'on s'en tient à la lecture de la liste par la présentatrice, c'est plutôt un certain Luamba Moubatedi qui doit assumer les fonctions des DGA. Est-ce une mauvaise lecture? On a nommé des gens, on dit que M. Ntingi Pouloulou, qui a été le porte-étendard à l'Assemblée nationale de la politique de, comment ça s'appelait, de pères et de mères, on dit que c'est M. Ntingi Pouloulou qui est directeur général adjoint de la SNEL. Je ne connais pas ses compétences, mais quand je le vois comme directeur général adjoint, je ne crois pas en lui. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais évidemment, Tshisekedi ne me surprend pas dans ses nominations en cascade. Je ne sais pas, je ne connais pas la filière que M. Ntingi Pouloulou a suivie, je ne connais pas sa vie, mais je suis dubitatif, et de lui et de leur régime. Mais comment vous pouvez expliquer qu'une ordonnance qui nomme les mandataires des entreprises publiques, une entreprise aussi importante que la SNEL, la Société Nationale d'Électricité, quelqu'un est nommé directeur général adjoint, mais il y a eu une confusion à l'heure où je vous parle. Dans la lecture qu'on fait, que la présentatrice sur la RTNC a faite, le poste de directeur général adjoint, est attribué à un certain Luamba Moubatedi. Et j'ai vu que certains amis de la cellule des communications de M. Tshisekedi dire non, la DGA ou les DGA, c'est bien M. Ntingi Pouloulou. Mais d'où vient cette cacophonie, cette confusion dans les nominations? D'où provient-elle? D'où elle provient? Il faut que Tshisekedi se prenne au sérieux, et il faut que Tshisekedi prenne au sérieux la fonction qu'il occupe aujourd'hui. J'ai toujours posé la question à Tshisekedi, est-ce qu'il lui arrive de se rendre compte qu'il est le président de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il lui arrive de se rendre compte de qui il est? Est-ce qu'il lui arrive de se rendre compte qu'il a entre ses mains le destin, l'avenir et les devenirs des millions de Congolais? Pour exposer la République au ridicule à ce point. Qui, à l'heure où nous parlons, est directeur général adjoint de la SNEL? Personne ne peut le dire avec exactitude. Personne. Entre-temps, j'ai vu sur les réseaux sociaux, le tonitruant Ntingi Pouloulou dire, écoutez, Moulili Yango Banakin Boza la calme, maintenant Sepeli Sabino. Voilà la République. Hier, quand on nommait quelqu'un mandataire, quand on disait de quelqu'un qu'il est ceci, qu'il est cela, il vous inspirait la confiance, la sérénité, le sérieux, le respect. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, quand on dit, voilà, celui-là a été nommé, là, on s'est dit, chancelo Kopamba, quoi. Le pays va très mal, mes frères. Notre responsabilité comme peuple, comme citoyen, c'est de nous dresser, de nous lever pour sauver ce pays-là. N'oubliez pas, je vous ai dit hier, le peuple, le pays n'a le dirigeant qu'il mérite. Si le Congolais veut mettre fin à cette anarchie, à cette incompétence et à cette jouissance installée au sommet de leur pays, c'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités, de dire, monsieur, vous avez assez joué, on arrête. Mais aussi longtemps que nous ne serons pas à mesure de le faire, qu'on laissera ces gens continuer sur le terrain de leurs bêtises, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et l'humanité tout entière se moquera de nous parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, nous sommes la rusée du monde. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, nous ne sommes respectés nulle part à cause de nos actes et à cause de nos dirigeants. Les amis, hier,
j'ai abordé ici un peu légèrement la question des insultes que j'ai entendues sur le docteur Mukwege. Je vous ai parlé d'un quidam, d'un homme qui s'est permis dans leur laboratoire d'insultes et de mensonges qu'ils appellent Parlement debout. Sans avoir froid au dos, il a insulté le docteur Mukwege. J'ai dit aux gens ce matin, là où j'étais en train de discuter un peu, j'ai dit, moi mon problème avant, ce n'est pas d'insulter Mukwege. Mais moi ce qui m'a choqué le plus, c'est plutôt le fait qu'il a étendu ses insultes même aux victimes du docteur Mukwege. Quand il explique que Mukwege a bon saraba radio à mère, à zorababor à mère, à tongi na satongi likolo, quand on parle avec autant de dédain, autant de dénigrement des victimes d'une situation de violence. Et de quelle violence on parle? On parle de violence sexuelle. Et qu'un quidam se permette de venir comme ça cracher sur le travail d'un homme comme ça. Qu'un quidam vienne comme ça cracher sur ces victimes, ces pauvres mamans qui souffrent et qui sont violées. Et je vois aucune condamnation. Je vois aucune action publique ouverte par le procureur. Je me dis, bravo Tshisekedi. Mais ce que les gens doivent savoir, je l'ai toujours dit, Tshisekedi n'est pas le premier président de ce pays-là. Il a trouvé la présidence. Il est en train de détruire le pays. Il partira. Il finira par partir. Tshisekedi n'est pas éternel. On se regardera et on se posera des questions. Et ce matin, j'ai encore suivi un autre laudateur du régime de Tshisekedi, en train d'attaquer aussi Mukwege, peut-être sans citer son nom, en disant, écoutez, nous devons être des panafricanistes, nous devons faire très attention, il y a des candidats qu'on sait déjà qui sont des candidats de l'Occident. Ça, c'est parmi les remarques qu'il faut à Mukwege. Je voulais un peu faire un focus sur Mukwege. Et j'aborderai aussi une question des relations entre les hommes politiques. Peut-être que je finirai par là. D'emblée, chers frères, sur la personne de Mukwege, vous connaissez ma position. J'estime que nous, Congolais, nous devons être fiers de cet homme. Moi, je suis fier d'être le compatriote de M. Mukwege. Je me dis que lorsque je me réveille, et que je regarde la situation en me disant que je suis Congolais et que j'ai un compatriote du nom de Mukwege, je sens un petit soulagement et je me remets debout en disant, si nous pouvons avoir dans notre pays des gens comme Mukwege, ça veut dire que l'espoir n'est pas perdu. Que le Congolais n'est pas un peuple bête. Parce qu'atteindre ce niveau-là de reconnaissance sur le plan international, et surtout de la part d'un compatriote, je m'incline et je me dis que nous devons être fiers de ce monsieur. Nous devons nous incliner sur le travail important qu'il est en train de faire et nous devons lui tirer le chapeau. Nous devons lui jeter des fleurs. Malheureusement, je vois que Félix Antoine Tshisekedi a mis en place une machine, il a mis une machine de dénigrement, d'insultes contre M. Mukwege. Mukwege est un prix Nobel de la paix, qui est une sorte de plus grande récompense au niveau international. Mukwege est un intellectuel rompu, professeur d'université. Mukwege a une histoire. Mukwege est chirurgien. Mukwege a créé un hôpital qui a un renom aujourd'hui, l'hôpital de Panzi. Et Mukwege a un combat qu'il porte depuis plusieurs années, on l'appelle le réparateur des femmes. Il a un combat, il a un idéal. Mukwege vit les guerres, les rébellions dans sa chair, dans sa peau. Parce qu'il est en contact, contrairement à nous tous qui parlons de cette situation, lui il est en contact avec les victimes de cette situation. Il est attaché à ces victimes-là. Mukwege a donc une histoire. Avant de parler à lui, j'aimerais comparer Mukwege au patron de l'homme qui l'insulte aujourd'hui, à ceux qui l'insultent aujourd'hui. Je veux dire que ce n'est pas un péché pour un Congolais aussi compétent que le docteur Mukwege
d'avoir les ambitions de diriger son pays. Surtout que celui qui est là n'arrive pas à la cheville de Mukwege. On ne peut pas comparer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Dr Mukwege. On ne peut pas. On ne peut pas. Félix n'a aucun diplôme, il n'a pas étudié. Mukwege est un professeur d'université. Mukwege a des diplômes connus. Il est diplômé parce qu'il prouve à la face du monde ses compétences par rapport aux études qu'il a faites. Mukwege est un médecin de renom, un chirurgien connu. Félix Tshisekedi est rien. Il est venu comme ça, il est tombé comme une sorte de météorite. C'est un ovni, Tshisekedi. Personne ne peut vous dire qu'aujourd'hui Tshisekedi a 60 ans, 60 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il a étudié où? Il a travaillé dans quelle compagnie? Il a déjà réussi quoi dans son travail? Rien. Tshisekedi est tombé comme un cheveu dans la soupe. Il ne faisait rien de sa vie. Quand on lui a posé la question de savoir comment il faisait pour vivre, il a dit qu'il vivait derrière sa femme qui était une aide-soignante. Donc, toute sa vie, monsieur ne faisait rien. Il attendait le salaire de sa femme qui était aide-soignante, c'est lui-même, pour vivre. Donc, quand aujourd'hui les gens se permettent de passer à la télévision pour insulter le docteur Mukwege, je me dis, mais vous n'aimez pas Félix. Vous n'aimez pas Félix Tshisekedi. On ne peut pas comparer Félix Tshisekedi. Je ne suis pas aussi désobligeant. J'ai entendu un de leurs laudateurs, un de leurs, dialogistes, comparer Kabila et disait que Kabila et Tshisekedi, Kabila nié Tshisekedi gâteau. Moi, je ne vais pas être aussi désobligeant que ça. Aujourd'hui, on sait que entre Kabila et Tshisekedi, qui est le gâteau, qui est le nié, on sait. Les Congolais le savent. Vous posez-leur la question, ils vous diront. Mais comparer Mukwege et Tshisekedi, c'est comparer le jour et la nuit. C'est comparer le ciel et l'enfer. Mukwege, c'est le ciel. Tshisekedi, c'est l'enfer. Là où règne le désordre, là où règne le diable en personne. Les lieux où il y a des graissements des dents. Si je dois aller dans les comparaisons. Mukwege, c'est le ciel. Le pays où coule le lait et le miel. Tshisekedi, c'est l'enfer. Là où se trouvent les diables en personne, où il y a des graissements des dents. On ne peut pas comparer. Ne nous leurrons pas. Je vois qu'il a envoyé ses communicateurs insulter Denis Mukwege. Mais je me dis, dans ce pays-là, on est en train d'aller où? Tshisekedi est un hasard de l'histoire. C'est une parenthèse triste et sombre de notre pays qu'on doit très vite refermer. C'est un homme qu'il faut vite chasser, sortir par la fenêtre de l'histoire de ce pays-là. Donc, quand il envoie ces gens en train d'insulter Mukwege, mais il nous amène, nous Congolais tout simplement, à faire une comparaison entre lui et Mukwege. Et ça ne peut pas se comparer. Tshisekedi n'arrive pas à la cheville de Mukwege. En quoi? Tshisekedi n'a pas étudié, Tshisekedi n'a pas travaillé, Tshisekedi n'a aucun diplôme, Tshisekedi, son premier boulot, c'est ce boulot de cascade où il est tombé comme un cheveu dans la soupe à la présidence. On sait dans quelles conditions il est là. Son premier emploi, il découvre son premier signataire comme président de la République. Et il est là, il étale son incompétence, il vous montre ses insuffisances et ses limites. On ne peut pas prendre cet homme et le comparer à une sommité comme Mukwege quand même. Est-ce qu'on se rend compte à un moment donné de ce qu'on dit? Lui-même Tshisekedi, c'est parce qu'il est Félix Tshisekedi qu'il fait ça. Permettre à ses laudateurs d'aller insulter Mukwege. On ne peut pas. Maintenant on me dit, est-ce que Mukwege peut être candidat de la République? Première chose, personne ne peut empêcher un Congolais qui a le droit, qui bénéficie de tout ce droit civique et comme citoyen, de pouvoir avoir des ambitions de diriger le pays. Mukwege, candidat de la président de la République, il n'a pas encore dit lui-même officiellement, c'est un droit. Mukwege a le droit d'être candidat dans son pays. Mukwege n'a pas une condamnation qui l'empêcherait aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ses droits. Mukwege peut candidater comme président de la République. Mais il y a quelques petits problèmes. Là, je laisse cet incompétent et cet insuffisant de Félix Tshisekedi à côté. Je vais analyser maintenant Mukwege lui-même. Mukwege est aujourd'hui au firmament de la reconnaissance. Mukwege est aujourd'hui comme une étoile qui brille au ciel. Mukwege est aujourd'hui
au-dessus des divergences politiques. C'est un homme qui, en réalité, devait créer l'unanimité sur son combat et sur sa personne. Et le monde entier l'a reconnu en le récompensant et en le reconnaissant comme prix Nobel de la paix. Maintenant, le danger pour le docteur Mukwege, si il vient candidater, la politique est un monde impitoyable. La preuve, elle est là. Des gens sans utilité, sans importance, commencent à l'insulter. Parce que Mukwege est venu en politique. J'ai entendu quelqu'un dire, dans ce pays, les professeurs veulent devenir des politiciens. Les médecins veulent devenir des politiciens. Les footballeurs veulent devenir... Mais comment on ne peut pas vouloir devenir des politiciens quand vous avez un homme qui n'a rien fait de sa vie, dont on dit le seul emploi qu'il avait, c'était distribution de pizzas, mais 4 ans après son arrivée au pouvoir, il devient milliardaire. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il puisse faire des envieux? Des gens vont se dire, mais c'est quel ce travail où on gagne comme ça? On ne peut pas condamner les gens qui veulent faire la politique. Il faut condamner ceux qui sont en politique et ceux qui sont au pouvoir. C'est leur conduite désagréable, l'enrichissement vite et illicite qui amène des gens à vouloir être comme eux. La politique est devenue un endroit où on peut avoir l'argent facile. Si Tshisekedi était un homme compétent, en 4 ans, il aurait pu montrer aux gens que la politique, la présidence de la République, c'est pas seulement les gains, mais c'est la responsabilité, le poids des responsabilités. Il est arrivé au pouvoir en 4 ans, il a démontré à la face du monde que la présidence était plutôt les avantages, la jouissance. Et pourquoi vous pouvez condamner aux gens? Il dit, non, tous les professeurs veulent devenir des politiciens. Mais c'est un système. Il nous faut un homme visionnaire qui peut descendre à ce niveau-là, prendre le pouvoir pour changer le paradigme qui a été installé et qui a aujourd'hui été promu, surtout par cet compétent qui est aujourd'hui à la tête du pays. Et ce paradigme-là, on ne peut pas condamner aux gens. On ne peut pas condamner les gens. Mais non, quand Mukwege deviendra candidat de la République, candidat président de la République, c'est-à-dire que d'une certaine manière, Mukwege doit accepter de se jeter dans la boue. Parce que la politique à l'africaine et surtout à la congolaise, c'est des insultes, c'est des injures. Et ça a déjà commencé. Est-ce que Mukwege est-il prêt à venir laisser son étoffe d'homme d'unanimité, d'homme d'étoile, pour venir nager dans la boue et partager les débats avec la racaille qu'il y a dans la classe politique? Les avis sont très partagés. Moi, j'en ai discuté aujourd'hui. Il y en a qui estiment que c'est une erreur de la part du docteur Mukwege. Il aurait pu rester au firmament de là où il était, continuer à avoir le respect de la planète, plutôt que de descendre de son firmament, de son piédestal, pour venir débattre avec des gens inutiles qui sont dans la politique, et des vauriens qui sont dans la politique, et la racaille qui est dans la classe politique en République démocratique du Congo. Il y en a donc qui regrettent, ou qui vont regretter si aujourd'hui les docteurs Denis Mukwege décidaient de devenir candidat président de la République. Il y a aussi une autre vision. Des gens qui estiment, mais non, cet homme peut avoir une idée. Le Congo, excusez-moi, le Congo a besoin d'un sauveur. Mukwege souffre dans son âme et dans son amour propre parce qu'il est au contact des victimes de l'incompétence, de la mégestion de ce pays. Mukwege vit dans l'Est de la République. Il soigne des violets de ce combat-là. Dans son amour propre, Mukwege dit que je peux venir pour sauver ce pays. Donc, d'un côté, il y en a qui estiment que c'est une erreur. Commentez, hein? Vous pouvez aussi me donner vos points de vue, qu'est-ce que vous pensez? Mukwege ne devait pas rentrer dans l'arène pour accepter de recevoir et de donner des coups. Il aurait pu garder sa stature d'un homme au-dessus de la mêlée. Mais il y a de l'autre côté ceux qui estiment que non, le Congo a besoin de ses dignes fils, d'un Moïse. Surtout que Mukwege a déjà fait preuve dans d'autres domaines. Mukwege peut donc venir, donner son coup, donner son apport, surtout sauver le pays. Qu'est-ce que moi j'en pense? Je vais vous dire ce que j'en pense à la fin. Deuxième élément, les détracteurs de Mukwege évoquent le fait que Mukwege est un candidat de l'Occident. Je vous ai dit,
J'ai suivi un dialogiste du pouvoir aujourd'hui dire non, on est des panafricanistes, Mukwege, c'est un candidat choisi par l'étranger, choisi par ceci, choisi par cela. On ne peut pas reprocher à Mukwege d'être le candidat de l'étranger. D'ailleurs, encore faut-il démontrer effectivement que Mukwege est le candidat des Européens. On parle des candidats des Occidentaux. Le monde est aujourd'hui, selon Marshall McLuhan, le Canadien, un village planétaire. Il a écrit un livre qui est devenu une sorte de best-seller quand il peignait le monde. Et tous ceux qui ont fait la communication, les journalismes s'en souviendront. McLuhan a dit que le monde est aujourd'hui un village planétaire. La mondialisation, la civilisation. Et il va plus loin, il dit, ce qui se passe dans la case du voisin est immédiatement connu dans l'autre case et a des conséquences. On ne peut pas aujourd'hui vivre en autarcie en disant, écoutez, c'est les candidats de l'étranger, c'est les candidats de ceci. On ne peut pas croire que, avec toutes les richesses que le Congo a, le monde entier ne peut pas avoir le regard sur le Congo. Sur cette question-là, tout le monde se plaint aujourd'hui du Rwanda. Le Rwandais nous dérange, les Rwandais nous dérangent. Mais tous on est unanime. On sait que le petit Rwanda ne peut pas embêter autant la République démocratique du Congo. Si le Rwanda se permet de nous embêter, vous le dites vous tous, c'est parce qu'il y a l'Occident derrière lui, il a les États-Unis d'Amérique. Ce sont ces maîtres-là qui dirigent aujourd'hui le monde. Le problème du Congo à l'heure où je parle, ce n'est pas un problème des Occidentaux. Non. Le problème du Congo, c'est un problème de patriotisme et d'un amour. Si vous avez un Congolais qui aime ce pays, qui a déjà gagné sa vie, qui n'est pas dans la jouissance, il peut tisser des relations avec le monde entier et comprendre où se trouvent les intérêts du pays. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas les Occidentaux. Moi, je ne suis pas politiste, je ne suis pas prédicateur de l'enfer, c'est l'autre. Même quand on parle de Paul Kagame, je vous ai toujours dit ici, souvenez-vous, que cette histoire de dire, ce n'est pas nous, c'est le Rwanda. Ce n'est pas nous, c'est Paul Kagame. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vous dis toujours, si vos malheurs, si la guerre, l'insécurité dans votre pays profite au Rwanda, vous ne pouvez pas interdire ça à Paul Kagame. Nous sommes sur la scène internationale. Et les relations internationales sont impitoyables. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Si les intérêts du Rwanda commandent à insécuriser le Congo, Paul Kagame était héros chez lui. Parce que pour le besoin de son pays, il insécurise notre pays et son peuple se retrouve. Les Rwandais sont contents de leur président. Vous n'avez pas à pleurnicher tout le temps au lieu de se mettre. Et je vous donne des exemples. Ce n'est pas Paul Kagame qui dit à Félix Tshisekedi de ne pas réformer l'armée. Ce n'est pas Paul Kagame qui a dit à Tshisekedi d'aller escroquer les gens avec RAM. Ce n'est pas Paul Kagame qui dit à Tshisekedi d'aller prendre 500 millions dans les réserves d'échange et de lancer un programme d'escroquerie qui s'appelle les 100 jours. Ce n'est pas Paul Kagame qui dit à Tshisekedi de lancer un autre programme de tricherie et de vol qui s'appelle Tire les genoux. Nous devons être capables aussi de regarder nous-mêmes qu'est-ce que nous pouvons faire. Si nous sommes là à se plaindre des autres, nous n'aurons pas la capacité de tirer nos propres responsabilités, de faire la cartographie de nos problèmes et d'amener des solutions qui s'imposent. Faisons attention à ne voir le mal qui est dans les autres. On veut maintenant nous imposer une africanité, le panafricanisme pour dire Mukwege est le candidat de l'étranger. D'ailleurs, personne ne peut vous démontrer que Mukwege est le candidat de l'étranger. Et deuxièmement, le problème, ce n'est pas être le candidat des Occidentaux. Le problème, c'est de jouer ses relations avec les Occidentaux pour le bien du pays. Quel est ce pays aujourd'hui en Afrique qui peut dire qu'il peut tenir sans les Occidentaux? Je suis panafricaniste. Je crois en l'essor et à l'émergence de l'homme noir, de l'Africain. Mais ne soyons pas amnésiques, ne soyons pas naïfs. On ne peut pas vivre en autarcie. Je préfère avoir un président compétent, intelligent, qui est en osmose avec les Occidentaux, même si vous dites de lui qu'il est le président des Occidentaux, mais si ses relations avec l'Occident peuvent aider à améliorer les conditions dans mon pays et à faire avancer mon pays, j'accepte cet homme-là. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui vante les panafricanismes et qui, dans l'histoire, n'est pas panafricaniste. Il est tout simplement jouisseur, comme Félix Tshisekedi. Donc ces reproches-là, c'est d'arguments qui sont déjà en train de sortir en disant Mukwege c'est le candidat de l'Occident, c'est le candidat à Mindele. C'est pas un péché avoir des bons rapports avec les Mindele.
Le plus important, c'est de déterminer l'apport, de fixer les lignes de ce que le pays gagne derrière le rapport que vous avez avec les Mindélé. Et aujourd'hui, le monde, aucun pays du monde peut dire qu'il peut vivre en autarcie. C'est impossible. Nous sommes dans un cercle où le monde est devenu un village. Le Congo ne peut pas se dire, je ne vivrai pas sans ces gens-là. Le plus important, c'est de tirer notre gain par rapport aux relations que nous entretenons avec les gens. Là aussi, c'est un faux argument, c'est un argument fallacieux. Personne ne peut empêcher Denis Mukwege d'être candidat président de la République. Alors voilà ce que moi je pense. Je pense deux choses. Premièrement, pour moi, la candidature de Mukwege est une candidature, si elle s'est présentée, que les Congolais doivent soutenir. Mukwege n'est pas politicien. Mukwege n'est pas dans la logique de quelqu'un qui vient s'enrichir. Il a un nom à défendre, il a un honneur à préserver. C'est pas un pauvre, c'est pas un grand jouisseur, c'est quelqu'un qui vit dans la difficulté, qui vit avec des gens qui souffrent. C'est quelqu'un qui a vendu son âme à la cause de la République démocratique du Congo. Il est rattaché à ce combat-là pour la paix et la sécurité dans notre pays. Donc, j'estime que la candidature de Mukwege, si elle venait à être confirmée, si elle y a des élections, c'est une candidature qui doit mériter qu'on s'attarde là-dessus. Mais il y a deux choses que Mukwege doit comprendre. Mukwege risque de laisser des plumes dans ce combat de la candidature. Pour moi, pour que Mukwege se lance dans le débat politique, dans le combat politique, il doit s'assurer de deux choses. La première des choses, Mukwege doit travailler déjà en coulisses, s'assurer l'adhésion des Congolais et être sûr d'une certaine manière qu'il va gagner les élections. Parce que si Mukwege part aux élections et qu'il perd, il va perdre de son aura. Il se serait déjà lancé dans la boue, mais il n'aura pas tiré gain de cette boue-là parce qu'il aura perdu les élections. Donc il faut que Mukwege s'assure qu'il a le soutien de l'étranger, ça c'est évident. Mais Mukwege doit aussi et surtout travailler sur le plan interne pour matérialiser l'aura qu'il a et s'assurer surtout l'adhésion populaire, l'adhésion des Congolais sur sa candidature et sur sa personne. Il doit, s'il s'élance, mettre toutes les chances de son côté pour devenir président de la République. Parce que s'il s'élance et qu'il se fait voler son élection comme Fayoulou ou qu'il échoue, il sera le plus grand perdant parce qu'il se serait lancé dans la boue, mais il n'aura pas réussi à tirer gain de cause de cette je vais appeler ça comment, de ces challenges-là. Deuxième chose, donc premièrement, il doit s'assurer qu'il gagnera les élections. Deuxièmement, s'il gagne ces élections-là, Mukwege en sortira encore grand s'il réussissait à tirer le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Il est déjà aujourd'hui heureux par le travail qu'il fait, par des vies qu'il sauve, par les sourires qu'il redonne à nos mamans, à nos filles, à nos enfants. Il deviendra alors héros national s'il gagne les élections et qu'il amène un programme, un projet qui sort le pays, le Congo, de la léthargie dans laquelle le pays se trouve. En ce moment-là, nous allons l'amener au panthéon des grands hommes de ce pays. Il est déjà un grand, il n'a pas les niveaux de Félix Tshisekedi, il n'est pas comparé avec l'incompétent Félix Tshisekedi, mais il atteindra à ce moment-là le niveau le plus... Il sera élevé au panthéon des grands hommes de l'histoire de ce pays. Voilà les deux conditions sur lesquelles M. Mukwege doit réfléchir à mon point de vue avant de pouvoir se lancer. Se lancer dans une campagne électorale, dans une candidature qui ne va pas l'amener à la présidence de la République est un risque énorme. Et puis, gagner les élections et ne pas apporter un changement, échouer comme Félix Tshisekedi, là c'est encore pire. Si Mukwege est sûr de réunir ces deux éléments, alors je soutiens la candidature de Mukwege et j'appellerai les Congolais à voter pour lui. Mais il doit s'assurer de ces deux choses. Mettre toutes les chances de ce côté. Mais j'ai comme l'impression qu'il travaille. En coulisses, au Congo, il y a des dynamiques de la société civile qui travaillent sérieusement à l'extérieur. J'ai vu qu'il y a des Congolais aussi qui s'organisent autour de la candidature de Mukwege. Je les vois aussi faire entrer certains grands du monde. Parce que je l'ai dit, moi, pour ça, je ne le condamne pas. On ne peut pas vivre en autarcie. Le monde est aujourd'hui ainsi fait. Le monde ressemble aujourd'hui à un village. Ce qui s'est fait ailleurs
est immédiatement connu ici, on ne peut pas vivre en dehors de ces cadres-là. Donc, sur base de ces deux éléments, s'il a des assurances qu'il peut donc réunir ces deux éléments, je m'inclinerai et je dirai aux Congolais, donnons-lui une chance, parce que celui qui est là est le pire président que la République n'a jamais connu. Allez, on va finir par là. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je crois avoir fait plus d'1 heure quand même d'émission. J'espère que vous ne vous êtes pas fatigué de moi. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.